Le 15 décembre 2025 à Paris, un homme de 68 ans a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour des crimes commis il y a plus de 20 ans à des milliers de kilomètres de là, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet homme s'appelle Roger Lumbala. Il a été ministre du Commerce de la République démocratique du Congo. Avant cela, il dirigeait un groupe armé qui a mené une opération baptisée « Effacer le tableau ». Ce nom n'est pas une métaphore, c'est une instruction. Effacer tout, les villages, les populations. Mais voici ce que presque personne n'a dit dans les articles qui ont couvert ce procès. Roger Lumbala n'était pas seul. Il faisait partie d'un réseau documenté, nommément dans un rapport officiel remis au Conseil de sécurité des Nations Unies dès 2002. Un réseau qui comprenait des officiers militaires, des hommes d'affaires, des chefs politiques, dont certains sont encore aujourd'hui en liberté, certains au gouvernement, certains conseillers de président. Alors aujourd'hui, je vous pose une question simple. Pourquoi tous les auteurs de la chaîne de responsabilité dans cette opération Effacer le tableau n'ont-ils pas été jugés? Restez avec moi parce que la réponse à cette question va vous montrer comment fonctionne vraiment l'impunité internationale et pourquoi elle continue. Retrouvons-nous après le générique. Dans cette vidéo, je vais vous emmener à travers 4 réalités que le procès Lumbala révèle. Ce qui s'est passé sur le terrain, qui en sont les victimes, qui sont tous les responsables et pourquoi la justice internationale a jugé qu'un seul homme. Ce procès a été couvert par Le Monde, Courrier International, TV5 Monde, Afrique 21, Amnesty International, etc. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être déjà vu passer le nom de Roger Lumbala. Mais voici ce que la plupart des articles n'ont pas mis en avant. Premièrement, Lumbala n'était pas le chef suprême. Il était un maillon d'un réseau plus large, un réseau ougandais qui a fourni les armes, défini la stratégie et bénéficié économiquement du pillage des ressources congolaises. Ce réseau est nommé documenté dans un rapport officiel de l'ONU de 2002. Aucun de ses membres ougandais n'a jamais été jugé. Deuxièmement, les 2 autres chefs de l'opération, Jean-Pierre Bemba et Thomas Lubanga, ont eu des destins judiciaires très différents de Lumbala. Et la façon dont ils ont été traités par la justice internationale dit quelque chose d'essentiel sur ce qu'elle peut être et ne pas atteindre. Troisièmement, le mécanisme qui a permis de juger Lumbala, à savoir la compétence universelle, louée dans tous les communiqués de presse, mais en tant que juriste, je vais vous montrer pourquoi c'est aussi un outil structurellement insuffisant face à des acteurs qui bénéficient d'une protection étatique. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à partager massivement cette vidéo, car cette vidéo ne raconte pas un procès, mais il analyse et dissèque ce qui est caché. Pour comprendre l'opération Effacer le tableau, je dois d'abord vous donner le contexte. Mais je vais le faire vite parce que ce n'est pas le contexte général qui est intéressant, c'est ce qui se cache derrière. La Deuxième Guerre du Congo débute en août 1998. 8 pays africains s'y impliquent. Le bilan, plus de 3,3 millions de morts selon l'International Rescue Committee. Plus de 60 000 morts dans le seul district d'Ituri. Mais voilà ce que la presse, les médias disent rarement. Les conflits en RDC ne sont pas seulement des conflits. C'est aussi toute une économie. Ici, je me réfère au rapport du groupe d'experts des Nations Unies dirigé par Mahmoud Kassem, ambassadeur égyptien, et remis au Conseil de sécurité en octobre 2002. Je cite. « Le conflit régional a perdu de son intensité, mais les micro-conflits
qui en découlent persistent. Ils sont alimentés par la convoitise des minerais, des produits agricoles, de la terre et même des recettes fiscales. Fin de citation. L'or, les diamants, le coltan, ce minerai qu'on trouve dans nos téléphones et dans nos ordinateurs, le bois, ce sont ces ressources qui ont alimenté le conflit. Et ce sont elles qui expliquent pourquoi certains acteurs avaient intérêt à ce que la guerre dure et à ce que la justice ne les rattrape jamais. La RDC se retrouve alors fragmentée. Au nord, le mouvement de libération du Congo, en sigle MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda. À l'est, plusieurs factions rivales. Et dans ce chaos organisé, un petit groupe politico-militaire appelé le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, en sigle RCD national, dirigé par un homme qui a quitté la RDC depuis 1990 pour vivre en France, à savoir Roger Lumbala. C'est dans ce contexte que naît l'opération Effacer le tableau. Non pas comme un acte de guerre ordinaire, mais comme un outil de conquête territoriale et de pillage planifié et exécuté avec les moyens d'un réseau international. Et c'est précisément ce réseau que nous allons découvrir. Entre octobre 2002 et janvier 2003, 3 groupes armés alliés lancent une offensive dans la région de Mombasa en Ituri. Ces 3 groupes sont le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, en sigle RCD national de Roger Lumbala, le Mouvement de libération du Congo, en sigle MLC de Jean-Pierre Bemba, et l'Union des patriotes congolais, en sigle UPC de Thomas Lubanga. 3 noms que je vous demande de retenir, nous y reviendrons. L'objectif officiel de cette alliance est clair: prendre le contrôle de Beni, Butembo, Mombasa et Komanda, des nœuds routiers stratégiques entre l'Ouganda et Kisangani, riches en ressources naturelles. Le nom qu'ils donnent eux-mêmes à leur opération, effacer le tableau. Trial International, qui est une organisation non gouvernementale suisse spécialisée dans la lutte contre l'impunité, mentionne ceci, je cite: « Le RCDN a baptisé l'opération « Effacer le tableau » car le mode opératoire des soldats consistait à attaquer la population civile et à détruire tous leurs biens. » Fin de citation. L'équipe d'enquête des Nations Unies, dépêchée sur place, a qualifié cette opération, je cite, « d'escalade sans précédent de la violence, caractérisée par des opérations préméditées, au cours desquelles les pillages, viols et exécutions sommaires ont servi d'instruments de guerre. » Fin de citation. Mais avant de vous donner des chiffres, je vais lire les témoignages des survivants et survivantes de ces événements. Voici le témoignage de Victoire, dont le nom a été modifié pour protéger son identité. Une habitante de Mombasa en Ituri. Elle a longtemps hésité avant de parler. Ce témoignage a été recueilli directement sur le terrain par la journaliste Lola Colomba pour le magazine Afrique 21, publié le 12 novembre 2025. Je cite: « Même si tu fuyais, ils te suivaient en brousse et te violaient. Et ce, même en présence de tes enfants et de ton mari. Ils ont frappé mon époux. Ils m'ont emmené jusqu'à leur hôtel où 6 militaires m'ont violé tour à tour. » Fin de citation. La sœur de Victoire a subi le même sort. Contaminée par le VIH-Sida, elle est morte sans avoir osé consulter un médecin. Victoire ajoute: « Par honte, elle n'avait pas approché les structures sanitaires pour obtenir un suivi médical. » Et Victoire sait qui a fait cela. Je la cite. « Ils s'appelaient les effaceurs,
C'étaient des soldats de Roger Lumbala. S'ils vous voyaient avec de l'huile, du riz ou d'autres vivres, ils vous volaient et vous laissaient affamés. Ce témoignage a été recueilli 23 ans après les faits, dans la maison que Victoire occupe seule à Mombasa. 23 ans et elle se souvient de tout. Pour le seul mois d'octobre 2002, 173 meurtres ont été recensés par l'ONU en 17 jours. Des viols généralisés, des travaux forcés, des disparitions, des pillages systématiques. Certains soldats portaient même des t-shirts floqués du nom de l'opération. Ils s'appelaient eux-mêmes les effaceurs. Qui étaient les cibles de cette opération? Selon Trial International, nul n'a été épargné. Des hommes, des femmes et des enfants de tout âge ont été pris pour cible, en particulier des membres de certains groupes ethniques et peuples autochtones. Je cite, « De nombreuses attaques visaient à se venger de la minorité ethnique Nandé et du peuple autochtone Bambouti, les Pygmées, tous les deux perçus comme soutenant le camp adverse. De nombreux jeunes hommes ont été réduits en esclavage, forcés à transporter le butin de leurs assaillants. » Fin de citation. Human Rights Watch, dans son rapport de juillet 2003 intitulé « Ituri couvert de sang », une victime de l'ethnie Nandé dont l'anonymat est préservé, raconte son arrestation par les effaceurs. Je cite. « Ils nous ont demandé nos noms. Si les noms ressemblaient à des noms Nandé, ils emmenaient les gens. J'ai été capturé en même temps que mon frère aîné. Ils ont attaché nos bras derrière nos dos et nous ont emmenés au cimetière de Mombasa. Ils nous ont fait nous allonger sur le sol. Ils ont dit « Vous êtes Nandé. Et on est contre les Nandés. Donc, on doit vous éliminer. » Fin de citation. Cette personne a survécu. Son frère, nous ne le savons pas. Découvrons à présent 4 témoignages de survivants recueillis sur le terrain entre janvier et février 2004 par la mission de recherche RAPI MRG, à savoir le réseau des associations autochtones pygmées du Congo et Minority Rights Group International. Les entretiens ont été conduits en swahili et traduits en français. Le premier témoignage est celui de Pinjaonebe, survivante Bambouti pygmée, d'un village à Epulu dont je préserve l'anonymat partiel conformément au rapport. Je cite. « Ils ont dit que notre chair avait des pouvoirs. Ils ont dit que si nous n'avions pas de viande, ils n'avaient qu'à nous manger. Et ils obtiendraient le pouvoir. » Fin de citation. Cette femme a ensuite subi des violences sexuelles avec sa sœur devant son mari. Je ne lirai pas les détails. Le rapport les documente. Pour ceux qui souhaitent le consulter, je mets le lien en description. Le deuxième témoignage est celui de Ziena M, autre survivant Bambouti pygmée du même village, dont les propos sont les suivants. Ils ont dit que les Bamboutis n'étaient même pas des gens et qui allait faire une enquête pour eux? Personne, ils ont dit. Nous sommes surpris de pouvoir même rapporter ces événements. Qui allait faire une enquête pour eux? Je m'arrête sur cette phrase. Ce n'est pas de la résignation, c'est le constat d'une réalité. Une population marginalisée dans une zone de conflit dont personne ne semble prendre la défense. Et pourtant, 20 ans plus tard, une cour d'assises parisienne a répondu « Nous allons enquêter ». Le troisième témoignage est celui de Sumbula R, survivant d'un massacre dans le village de Mbuluku, au sud de Loloa, dont voici les propos, je cite. « Il faisait nuit
et il était autour de 20 heures lorsque les gens ont commencé à dormir. Une fois qu'ils étaient sûrs que le village dormait, ils ont attaqué et ont commencé à tirer et à tuer. Il faisait sombre et la lune ne brillait pas cette nuit-là. Ils ont commencé à tirer sur ceux qui essayaient de s'échapper. Un homme courait par ici, on l'abattait. Une femme courait par là, ils l'ont abattue. Même les femmes, ils ont capturé les jeunes enfants. Ils les ont rassemblés et les ont retenus prisonniers jusqu'à l'aube. Puis, ils ont mis certains d'entre eux dans un mortier et les ont cognés à mort. Ils ont détruit les huttes et y ont mis le feu. Les gens aussi ont été brûlés. Soumboulou R a été poignardé à la tête cette nuit-là. Il a survécu, il a porté plainte. On lui a dit qu'il risquait de se faire tuer s'il insistait. Mais il a insisté quand même. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons ce témoignage aujourd'hui, c'est grâce à son courage. Voici le 4e et dernier témoignage, celui du père Silvano Ruaro, prêtre de la mission catholique italienne de Mombasa, témoin direct de l'arrivée des forces le 12 octobre 2002. Propos recueillis par la mission MRG en 2004. Je cite. Il a dit qu'il valait mieux ne pas résister, car cela faisait 4 jours qu'ils avaient la permission de faire tout ce qu'ils voulaient, absolument tout, et qu'ils ne seraient pas punis. L'objectif de l'opération était de terroriser la population. Il s'agissait d'utiliser la terreur comme arme de guerre, de violer les femmes et les enfants pour conquérir le territoire. Fin de citation. Je dois mentionner un fait d'une gravité extrême, documenté par le rapport MRG et par une note d'enquête de l'ONU de juin 2003. Il s'agit des actes d'anthropophagie qui ont été commis contre les civils bamboutis utilisés comme arme de terreur psychologique. La note onusienne en dénombre 12 cas. Voici ce que révèle Amouzi N, survivant bambouti. Ses propos ont été recueillis sur le terrain et traduits du swahili en français. Je cite. On leur a dit qu'ils pouvaient nous manger, nous les bamboutis. On leur a dit que notre chair donnait des pouvoirs à ceux qui la mangeaient. Quelqu'un doit leur demander pourquoi ils nous mangeaient. Pourquoi nous appeler ceux dont la chair est découpée. Fin de citation. Ces faits figurent dans le dossier d'instruction français. Ils ont contribué à la qualification juridique de crime contre l'humanité pour persécution d'un groupe identifiable. Voici les propos de Marc-André Lagrange, ancien travailleur humanitaire de l'ONG Première Urgence, présent en Mombasa 2 ans après les faits. Je cite. « Tout ce que je sais, moi, c'est que j'étais témoin, 2 ans plus tard, du fait que les pygmées que j'avais rencontrés dans la zone avaient pratiquement disparu ou vivaient cachés dans la terreur. » Fin de citation. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées pour cette opération. Maintenant que vous savez ce qui s'est passé, je vais vous montrer qui a rendu cela possible. Pas seulement les soldats sur le terrain, mais ceux qui ont armé ces soldats, qui ont défini la stratégie et qui vivent libres aujourd'hui. Pour comprendre qui a rendu cette opération possible, il faut distinguer 2 niveaux. Le niveau visible, c'est-à-dire les commandants sur le terrain, et le niveau caché, ceux qui ont fourni les armes, le financement et la protection politique. Sur le terrain, la chaîne de commandement est documentée. Au sommet militaire de l'opération, le général Ndima Constant, basé à Isiro,
dont le surnom sur le terrain était lui-même effacer le tableau. En dessous, le lieutenant-colonel Freddy Ngalimu pour la première phase, puis le colonel Widi Ramsès Massamba pour la seconde, surnommé dans le rapport MRG le roi des imbéciles. Or, comme le constate le rapport MRG, aucun individu impliqué dans cette seconde offensive n'a été poursuivi en justice. Fin de citation. Roger Lumbala est au sommet politique de cette structure. Mais Roger Lumbala ne travaillait pas seul. Maintenant, le niveau que personne, ni les médias, ni les politiciens, ni la communauté internationale ne montrent clairement. Je vais citer un document officiel, le rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC, rédigé sous la direction de Mahmoud Qassem et remis au Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2002. Je cite le paragraphe 98. Le réseau ougandais est constitué d'un groupe restreint de membres comprenant un certain nombre d'officiers de haut rang de l'UPDF, les forces de défense du peuple congolais, d'hommes d'affaires privés et de quelques dirigeants administrateurs de groupes rebelles. Le général de corps d'armée de l'UPDF, à la retraite, Salim Saleh, et le général de division James Kazini en sont les personnages clés. Font également partie du réseau le colonel Noble Mayombo, chef du renseignement militaire, ainsi que le colonel Kainda Otafire et le colonel Peter Karim de l'UPDF. Parmi les entrepreneurs privés, on compte Sam Angola, Jacob Manu Soba et Manasseh Savo, ainsi que d'autres membres de la famille Savo. Les politiciens et administrateurs rebelles membres du réseau sont notamment Wambadi Wamba, Roger Lumbala, John Tibasima, Mbuza Nyamwisi et Thomas Lubanga. Fin de citation. Analysons ce paragraphe pour comprendre le mécanisme. L'armée ougandaise armait les deux camps d'un conflit ethnique. Elle attisait la guerre, puis elle va se positionner comme médiateur, ce qui lui donnait une justification pour rester et continuer à exploiter les ressources congolaises. C'est dans ce cadre que l'opération Effacer le tableau a été menée. Avec les armes et le soutien logistique de l'UPDF, la chaîne de responsabilité est donc la suivante. L'armée ougandaise fournit des armes et définit le cadre stratégique. Roger Lumbala, Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga exécutent l'opération sur le terrain. Les populations civiles, Nandé, Bambouti, en paient le prix avec leur sang. Seul le maillon du milieu a été jugé, et non les donneurs d'armes. Voici maintenant le bilan, membre par membre, de ce réseau. Je vais être précise parce que les détails comptent en droit. Concernant la colonne des personnes jugées, Roger Lumbala, chef du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, en sigle RCDN, condamné le 15 décembre 2025 à Paris à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. C'est le procès dont nous parlons. Ensuite, il y a Thomas Lubanga, chef de l'Union des patriotes congolais, en sigle UPC. Il faut être très précis ici. Parce que oui, effectivement, l'UPC de Lubanga a bien participé à l'opération Effacer le tableau. C'est d'ailleurs documenté par l'article d'Afrique 21 et par plusieurs sources. Mais la Cour pénale internationale ne l'a condamné en 2012 qu'à 14 ans de prison pour un seul crime,
à savoir le recrutement d'enfants soldats. Pas pour les meurtres, les viols, les pillages commis pendant l'opération Effacer le tableau. Human Rights Watch l'avait demandé. La CPI n'a pas retenu ses charges. Lubanga a été libéré en 2020. En janvier 2025, le groupe d'experts de l'ONU l'accuse d'être lié au M23. Il réside aujourd'hui en Ouganda. Il y a également Jean-Pierre Bemba, qui est le chef du mouvement de libération du Congo en sigle MLC, dont les troupes ont mené l'opération aux côtés de Lumbala. Il a été condamné par la CPI en 2016, mais pour les crimes commis en République centrafricaine et non pas pour l'opération Effacer le tableau. Il a été acquitté en appel en 2018. Que devient-il aujourd'hui ? Eh bien, Jean-Pierre Bemba est actuellement vice-premier ministre de la République démocratique du Congo. Je veux que vous preniez le temps d'entendre ce que je viens de dire. L'un des chefs militaires dont les troupes ont mené l'opération Effacer le tableau est aujourd'hui vice-premier ministre de la RDC, sans aucune poursuite pour les crimes commis en Ituri. Si vous êtes un responsable de gouvernement, si vous êtes un journaliste, si vous êtes militant des droits humains, cette information devrait vous interpeller. Passons maintenant au côté ougandais du réseau, la colonne des non-jugés. Et c'est là que le tableau devient vraiment révélateur. Tout d'abord, le général Salim Saleh, personnage clé du réseau ougandais selon le rapport Kassem, cité par le Conseil de sécurité de l'ONU pour son rôle dans le pillage des ressources congolaises. Pour lui, aucune poursuite pénale, jamais. Aujourd'hui, il est conseiller principal du président ougandais pour les affaires de défense. Et je dois vous dire quelque chose que peu de médias ont mis en avant. Salim Saleh est le frère du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986 en Ouganda. Oui, le frère du président, pourtant nommé par l'ONU dans un rapport du Conseil de sécurité, toujours en liberté et toujours en fonction. Le deuxième personnage est le général James Kazini, personnage clé du réseau, commandant des forces ougandaises en RDC. La Cour internationale de justice a conclu en 2005 que des officiers supérieurs de l'UPDF, dont Kazini, avaient utilisé leur présence en RDC pour piller les ressources naturelles. A-t-il été poursuivi pour cela ? Non. Il a été jugé en Ouganda uniquement pour des affaires de soldats fantômes dans son armée, une affaire purement interne. Le 10 novembre 2009, on le retrouve mort à Kampala lors d'une dispute conjugale. Jamais jugé pour son rôle en RDC. Le troisième personnage est le brigadier Noble Mayombo, chef de renseignement militaire ougandais, cité dans le rapport Kassem. Aucune poursuite. Il est mort le 1er mai 2007 à Nairobi à 42 ans, dans des circonstances jamais totalement élucidées. Le rapport d'enquête, commandé par le président Museveni lui-même, n'a jamais été rendu public. Sa famille le demande encore aujourd'hui. L'autre personnage clé du réseau est le général Kainda Otafire, cité dans le rapport Kassem, chef politique de l'expédition militaire ougandaise en RDC de 1998 à 2001. Pour lui, aucune poursuite internationale connue. Aujourd'hui, il est ministre de l'eau et de l'environnement dans le gouvernement ougandais, nommé en mai 2026. Enfin, le dernier personnage du réseau, le colonel Peter Karim, cité dans le rapport de Kassem, et lui, pareil, aucune poursuite internationale. Je vais vous donner le résultat de ce tableau en une seule phrase. Parmi tous les membres du réseau cités dans le rapport Kassem en 2002, les Congolais et leurs alliés ont été jugés,
partiellement ou pour des charges limitées. Par contre, les officiers ougandais n'ont jamais été jugés par aucune juridiction nationale ou internationale. Pas un seul. Alors que l'un d'eux est le frère du président en exercice. Revenons à Roger Lumbala pour comprendre comment il s'est retrouvé seul dans ce box des accusés. Roger Lumbala arrive en France dans les années 1990 comme demandeur d'asile. Il retourne en RDC, devient ministre du Commerce entre 2003 et 2005, puis sénateur. En 2012, il prend position en faveur du M23, rébellion soutenue par le Rwanda, et s'enfuit vers la France pour déposer une nouvelle demande d'asile. La France refuse de l'expulser vers la RDC. D'ailleurs, je cite les autorités françaises pour « absence de garantie d'un procès juste et équitable dans son pays d'origine ». Fin de citation. Notons l'ironie, la France reconnaît que la justice congolaise ne peut pas le juger équitablement, puis c'est la France qui le juge à sa place. Le 3 novembre 2016, l'Office française de protection des réfugiés, en sigle OFPRA, le signale au parquet de Paris pour crime contre l'humanité. Il est recherché. Le 29 décembre 2020, il est interpellé à Paris. Le 6 novembre 2023, il est renvoyé devant la cour d'assises et le 15 décembre 2025, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Voici les propos de Trial International sur la qualité de l'instruction, je cite. Le juge d'instruction français a entendu de nombreux témoignages, notamment les témoins oculaires, des insiders, des victimes, dont les survivantes de violences sexuelles. Des informations pertinentes issues de rapports d'ONG, des Nations Unies et de la Cour pénale internationale ont été versées au dossier. Fin de citation. Et plus de 30 victimes ont été admises partie civile à cette procédure. Elles ont attendu 20 ans pour avoir ce droit.